Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour passer une heure de folie avec moi et avec un invité hyper prestigieux en la personne de Hubert Joly. Alors avant que je vous raconte un petit peu plus le parcours d'Hubert Joly, juste en quelques mots, je voulais vous dire que j'étais assez stressée par cet épisode parce que Hubert Joly c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Je venais de lire son dernier livre L'entreprise, une affaire de cœur et du coup j'avais 1000 questions pour lui. J'étais un peu impressionnée, j'espère que ça s'est pas trop vu, mais en tout cas j'ai passé pour ma part un super moment. Alors du coup, qui est Hubert Joly, ben, c'est tout simplement vraiment l'une des personnes les plus référentes au monde en matière de leadership, de management et de redressement d'entreprise. Il a été élu plusieurs fois comme étant l'un des dirigeants les plus inspirants au monde. C'est quand même quelque chose. En plus, un dirigeant français, cocorico. Hubert Joly a été notamment connu parce qu'il a été le CEO de Best Buy. Vous savez, cette entreprise américaine très connue qui est un peu un Amazon qui vend des produits de technologie et que Hubert Joly a réussi à redresser alors même que tout le monde disait que ça allait se planter. On a donc parlé de ça dans cet épisode, mais aussi de comment trouver un sens à sa vie, un sujet qui tient à cœur à Hubert et à moi aussi bien sûr. On a également parlé de leadership. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, caméo à la fin de l'épisode, donc n'hésitez pas à le regarder jusqu'au bout, vous verrez mon mari apparaître au moment où je pose une question. Un petit clin d'œil rigolo. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hubert Joly. Bonjour Hubert. Bonjour Pauline, merci de m'accueillir sur votre podcast. Il est formidable votre podcast. Eh bien écoutez, je suis extrêmement flattée de vous avoir sur ce podcast, sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai 1000 questions pour vous Hubert. Franchement, c'est un cauchemar votre parcours parce que je ne sais pas par où commencer. Il y a trop de choses, il y a trop de choses en tant que podcasteuse, mais franchement, c'est trop. Donc je vous le dis tout de suite, peut-être qu'on va devoir se reparler une deuxième fois. Mais bon, il a fallu quand même commencer quelque part et j'ai voulu remonter un petit peu en arrière. Je suis tombée sur une phrase, parce que je vous ai un peu stocké, qui m'a interpellée. Et vous disiez, si je ne me trompe pas, que quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune, vous aviez été incité à l'excellence et que vous aviez longtemps confondu performance et perfection. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? C'est lors d'une discussion avec mon ami le frère Samuel qu'on a un peu creusé ça. Il m'avait dit la quête de la perfection Hubert est diabolique. Et en fait, donc, comme beaucoup, j'avais une mère qui plaçait des espoirs en moi en fait. Hein, et c'était donc toujours plus. On a eu des bonnes conversations. Donc maintenant, elle sait que c'est son problème, c'est pas mon problème. Mais en fait, en confondant perfection et performance, on essaie d'avoir, bien sûr, on veut faire bien. Mais perfection, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut, que c'est parfait. Et mon ami moine Samuel, évidemment, avait un point de vue religieux là-dessus. Il disait, en fait, c'est l'ange déchu, en fait, qui lui cherchait la perfection, parce qu'il avait besoin de personne, en fait. Il pensait qu'il pouvait tout faire par lui-même. Alors, disait Samuel, le Christ vient nous toucher dans nos imperfections, dans nos plus grandes faiblesses, en fait. Et alors, sans rentrer dans le domaine religieux, en fait, les relations humaines, et en particulier l'amour, ne peut exister que si on s'ouvre. En fait, on peut admirer quelqu'un qui est parfait, mais on ne peut pas l'aimer, en fait. Hmm. Et il y a plein de problèmes avec la perfection, parce qu'évidemment, on n'est pas parfait, donc ça veut dire qu'on ne va pas s'aimer, parce que comme on n'est pas parfait, on ne va pas s'aimer. On ne va pas aimer les autres non plus. Et donc, quand on travaille en équipe, on va voir leurs manquements, parce qu'évidemment, ce sont des êtres humains qui sont dans nos équipes, et donc on va être en permanence frustré. Alors que si on accepte qu'on n'est pas parfait, hein, la plus grande sagesse, je crois que c'était Lao Tse qui le premier l'avait dit, c'est d'accepter de dire je ne sais pas. C'est devenu très facile aujourd'hui de dire je ne sais pas parce que c'est la vérité. Hein, et de dire je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Et ensuite, comme ça, dans une équipe, on va pouvoir ben voilà, s'aider les uns les autres. Dans le cadre, par exemple, du Covid, évidemment, peut-être que vous, Pauline, vous aviez le manuel pour le Covid. Moi, je ne l'avais pas. Donc, on est obligé de dire voilà, on ne sait pas, ben, on va devoir résoudre ça ensemble. On va demander de l'aide à des Hmm. gens qui peuvent nous aider et puis on va essayer de travailler ça ensemble. Et donc ça libère énormément en fait. Hein, Brené Brown a parlé avec beaucoup de beauté de vulnérabilité. Ça libère énormément parce qu'on va pouvoir travailler ensemble à créer quelque chose et on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Quand on dit à quelqu'un bah, j'ai fait de mon mieux, on se dit c'est terrible ça, c'est un loser en fait, j'ai fait de mon mieux. Non, c'est la seule chose qu'on peut faire parce qu'en réalité, on ne contrôle pas le résultat. La seule chose qu'on contrôle,
c'est comment on se comporte et les efforts qu'on fait. Et donc pour moi, ça a été une énorme libération, Pauline, de me recaler là-dessus. Bien sûr, il faut performer, mais il ne faut pas confondre perfection et performance. Voilà. Et peut-être aussi, vous en parlez dans votre livre du fait que le monde est extrêmement incertain. Alors, il l'a peut-être toujours été, mais on a l'impression qu'il l'est de plus en plus et imprévisible. C'est vrai qu'en fait, essayer d'être parfait et d'avoir une route toute tracée dans un monde qui change autant et aussi vite, ça paraît complètement fou presque. Voilà, exactement. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas encore franchi le cap, la crise a été le révélateur, en fait, parce que maintenant, on est obligé de dire, même chose, back to the office, on ne sait pas comment faire. Ouais. Hein, et donc, on est obligé de dire, voilà, on va essayer d'imaginer. Et moi, pendant la crise, moi, je suis un éternel optimiste. Hein, et pourtant, pendant cette crise, j'étais obligé de me dire, le monde dans lequel on vit ne marche pas. Hein, on a une crise sanitaire, bien sûr, une crise économique, des crises sociétales, des problèmes raciaux dans beaucoup de pays, une bombe à retardement environnemental, évidemment des tensions géopolitiques, on le voit encore plus aujourd'hui. Donc il faut le dire, ça ne marche pas. Et quelle est la définition de la folie, d'après Einstein? C'est faire la même chose et espérer un résultat différent. Non, il faut arriver à se dire, voilà, on a besoin de réinventer, d'écrire un futur qui n'existe pas encore et qui, idéalement, doit être meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc le fait d'accepter l'imperfection du monde dans lequel on vit, c'est aussi un point de départ de sagesse, en quelque sorte. Exactement. Et pour vous, quel a été ce point de départ? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le déclic qui a fait que vous avez eu cette prise de conscience? Alors, il y a eu, puisqu'on est, on est tous leaders, hein, au minimum de notre vie, mais, et d'autre part, tous les leaders sont nés, mais il n'y a aucun d'entre nous qui sont leaders, en fait. Voilà. Donc, le leadership, c'est un voyage. Donc, pour moi, il y a une étape, notamment, dans ce voyage, qui a été il y a une vingtaine d'années. Par certains côtés, professionnellement, j'avais bien réussi, en fait. Hein. J'avais été partenaire chez McKinsey à un âge pas très avancé. J'étais au comité de direction de Vivendi Universal, en train de restructurer le groupe, etc. Bon, c'était une grande réussite, quoi. Et en fait, au sommet de cette première montagne, pour citer David Brooks, j'ai trouvé la désolation. En fait, j'ai trouvé une sécheresse. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût. Pourquoi? Parce que probablement j'avais été trop drivé, mon moteur avait été trop le désir du pouvoir, de la gloire et de l'argent, en fait. Hein, power, fame, glory and money. Et ça, ce sont des moteurs qui ne sont pas sains du tout, en fait. Donc ça m'a amené à prendre du recul. Donc on peut appeler ça ma crise de milieu de vie. Hein. Ensuite, à me dire, il faut que je prenne le temps de revisiter ma vie. Et donc, il se trouve que j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Normalement, ça se fait en 4 semaines. Là, il y avait le diocèse de Vanves qui le faisait sur 2 ans, en fait, en temps partiel. En fait, voilà. Et ça m'a amené à reparcourir ma vie et à essayer de discerner, en fait, le sens que je voulais donner à ma vie. En fait. C'est cette question du sens qui, évidemment, est très salvatrice, en fait. C'est ce qui nous anime en tant qu'être humain, en fait, au profond de nous-mêmes. Vous me lancez une perche, Hubert, parce qu'évidemment, j'étais au courant. J'avais lu en fait cette transformation que vous aviez vécue et je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont peut-être en train de la vivre et qui auraient besoin d'être aidées ou qui sentent qu'ils en sont aux prémices. Et donc, je voulais assez naturellement en fait aborder cette question du sens de la vie et peut-être savoir en fait quelles ont été les étapes par lesquelles vous êtes passé à ce moment-là de transition pour vous retrouver et pour comprendre peut-être qui vous étiez. Alors, il y a eu une étape avant celle-ci, donc ça c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y a 2 choses qui se sont passées. C'était au début des années 90. Il y a 2 amis qui sont des moines. Vous allez dire que je suis une grenouille de bénitier. Voilà, Pas donc, du tout. bon, mais je suis un être spirituel comme nous tous. 2 amis moines qui m'ont demandé d'écrire avec eux un article sur la philosophie et la théologie du travail. Pourquoi travaillons-nous, en 2 mots? Pourquoi travaillons-nous? Et donc là, ça m'a amené à me palucher un index biblique pour voir tous les endroits dans la Bible où on parle du travail. Alors, c'est vrai que le travail a une réputation un peu mitigée, en fait. Hein, donc, il y a un imbécile qui a fauté au paradis, et depuis, le travail est pénible. D'ailleurs, en français, je crois, le mot travail vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, et pour vous, les femmes, on sait bien que
le travail, c'est quelque chose de douloureux, en fait. Hein. Donc, je parle là, évidemment, de l'accouchement. Donc ça, c'est une vision du travail. Mais en même temps, dans la Bible, il y a une autre vision. Alors, il y a d'autres visions du travail. Il y a une vision du travail, alors là, qui est plus hédoniste, qui est je travaille pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui me plaît, comme aller au cinéma, passer mon temps avec des amis, etc. Partir à la retraite. Puis il y a une autre vision du travail, qui à mon avis est très essentielle, qui est le travail est un élément qui nous permet de nous accomplir en tant qu'être humain. Et Viktor Frankl, dans son très beau livre Man's Search for Meaning, met ça en évidence. En fait, il n'y en a pas de 10 000, c'est une des manières essentielles pour nous épanouir en tant qu'être humain. D'ailleurs, les êtres humains, ce sont les seuls êtres qui travaillent, en fait. C'est une partie essentielle de notre humanité. Donc ça m'avait recalé aussi. Et au même moment, à peu près, donc lorsque j'étais chez McKinsey, j'avais dîné au bureau de McKinsey avec Jean-Marie Descarpentries, qui était un de mes clients, qui était patron notamment de Honeywell Bull à un moment donné, et qui nous avait dit, en rentrant d'une conférence avec d'autres patrons, la finalité de l'entreprise, au début des années 90, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. C'est évidemment un impératif, il faut bien sûr gagner de l'argent. Mais au minimum, c'est un résultat. Hein, il dit, en fait, dans le business, il y a 3 impératifs. Il y a un impératif humain, il faut avoir des personnes qualifiées, compétentes, motivées. Un impératif business, il faut avoir des clients qui en demandent et qui rachètent. Et puis, l'impératif financier. Évidemment, c'est l'excellence sur l'humain qui conduit sur l'excellence sur le business, qui conduit à l'excellence sur l'aspect financier. Donc, c'est un résultat. Mais, il disait, plus fondamentalement, la finalité ultime de l'entreprise, c'est probablement lié à quelque chose d'humain, en fait. Donc, il disait intuitivement, c'est peut-être lié à l'épanouissement des personnes qui touchent l'entreprise. Mais donc, déjà, c'était après Milton Friedman, mais remettons en cause Milton Friedman, et avant la déclaration de la Business Roundtable ou la loi Pacte. Hein, et donc ça a des implications très concrètes, parce que alors, pour ceux qui nous écoutent, un truc très précis qu'il m'avait dit, c'est, tu vois, lors de tes réunions mensuelles de pilotage de la performance, tu ne commences pas par les résultats financiers. Tu termines par les résultats financiers. Si tu commences par les résultats financiers, tu vas passer la totalité de la réunion sur les aspects financiers. Et tu n'auras pas le temps sur les autres impératifs. Donc, commence par l'impératif humain, ensuite l'impératif business, et tu termines par l'impératif financier. Et ton directeur financier va s'assurer que tu vas passer suffisamment de temps là-dessus, et tu auras une discussion beaucoup plus riche, et puis tu vas traiter les moteurs de la performance, parce que c'est un peu, les résultats financiers, c'est un peu comme si notre médecin s'intéressait uniquement à notre température. Ça serait fou. Je préfère qu'il s'intéresse à ma santé, en fait. Et donc ça avait été 2 moments fondateurs aussi, en fait. Hein. Il y a des petites pierres sur le chemin, comme ça. Je voulais évoquer justement ce sujet dont vous parlez dans votre livre, parce que donc cette question en fait de l'impératif financier d'une entreprise, mais qui est en fait presque un dommage collatéral, enfin positivement. Et vous expliquez en fait dans le livre, et j'ai trouvé ça très intéressant, que sans être angélique, ça devient une conséquence en fait, la réussite financière. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire, bon, ils sont gentils, Pauline et Hubert, mais au final, tout ça, c'est un peu des paroles en l'air. Je crois qu'avec Best Buy, si je ne me trompe pas, vous avez une multitude d'exemples à ce sujet. Oui, parce que quand j'ai pris la direction de Best Buy donc en 2012, donc, tout le monde pensait qu'on allait mourir, Amazon allait nous tuer. Et les meilleurs conseils que les analystes financiers me donnaient, c'était cut. Ouais, il fallait fermer des magasins et virer du monde, en fait. Ouais. Alors, on a regardé, tous les magasins étaient rentables, donc l'idée de fermer les magasins, ça n'a pas l'air d'être une idée géniale. Et virer du monde, c'est un peu comme si les collaborateurs étaient le problème. Pour moi, ils allaient être la source de la solution. Et en fait, donc, le redressement de Best Buy, que personne n'imaginait, en fait, il y avait 0 recommandation à l'achat en 2012. Hein. Donc, il est spectaculaire sur le plan financier, parce que le cours de bourse est passé de $11 en novembre 2012. Là, on tourne autour de $110. Donc, x10 en 9 ans, c'est pas mal quand même. Bon. Et ça a été un redressement très centré sur l'humain. Hein, ça a consisté à commencer. J'ai passé la première semaine en tant que patron de la boîte dans un magasin au nord de Minneapolis à écouter les gens du terrain. Hein, en leur demandant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, de quoi vous avez besoin. Ils avaient toutes les réponses. Oui. Hein.
Euh, c'est commencé aussi par reconstituer l'équipe de direction, parce que moi, je suis un peu maoïste, je pense que les patrons pourrissent par la tête, en fait. Donc, quand l'entreprise est dans le mur, souvent, il faut un peu changer le sommet. C'était aussi dans les leviers du redressement. Ça a été mettre la priorité, c'était parallèle, mais mettre la priorité sur la croissance du chiffre d'affaires, hein, parce que c'est formidable ce que le chef d'affaires en croissance peut faire pour la santé de l'entreprise. Donc, en s'intéressant au domaine où on ne rendait pas bien service aux clients, il y avait toute une petite liste à traiter. Et sur les coûts, euh, la priorité, c'est les coûts non salariaux. Hmm. C'est-à-dire, c'est tous les coûts qui n'ont rien à voir avec les individus, qui dans la plupart des entreprises, c'est la grande majorité de la structure de coûts. Hein, pour prendre un exemple, et chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs, ils sont grands, ils sont fins et donc ils cassent. On cassait pour à peu près 200 millions de dollars de téléviseurs tous les ans, hein, c'est beaucoup. Ouais. Et donc si on peut travailler avec les fournisseurs sur le packaging, sur le design et puis sur la supply chain, etc., pour réduire, pour diviser ce coût par deux, évidemment c'est bon pour les clients parce qu'il y a 0% des clients qui veulent acheter des téléviseurs cassés, C'est sûr. acheter, hein. Et deux, c'est bon pour le compte d'exploitation, en fait. Et donc, on a, comme ça, sur les 2 milliards de coûts qu'on a sortis en 8-9 ans, il y en a à peu près les 2 tiers ou 70% qui sont des coûts non salariaux. Hein, et on traite les réductions d'effectifs en dernier ressort. Et là aussi, on essaie de bien le faire en remplaçant les gens, etc., etc. Et ensuite, dernier élément de la partie redressement, ça a été le rôle du patron. Ça, c'est aussi une chose que j'ai appris au cours du temps. Je pensais que le rôle du patron, c'était d'être le plus intelligent et s'assurer que tout le monde sache à quel point il était le plus intelligent. Pas on en connaît un certain nombre. Dans ma jeunesse, comme ça, j'en ai connu. Mais c'est pas du tout ça, parce que trouver quoi faire, finalement, c'est pas très compliqué. Le rôle du patron, c'est de créer l'environnement dans lequel les autres vont pouvoir s'épanouir. Et dans le cadre d'un redressement, ça commence par créer de l'énergie. Donc Hmm. en physique, on apprend qu'on ne peut pas créer de l'énergie. Hein, ça se transforme, mais ça ne se crée pas. Dans une organisation humaine, on peut créer de l'énergie. C'est l'énergie humaine. Donc comment on la crée? En co-créant le plan, plutôt que de dire aux autres quoi faire, en commençant à le mettre en œuvre pour créer du mouvement, en célébrant les premières victoires, en étant transparent aussi. C'est-à-dire que si, et Pauline, vous et moi, on a travaillé sur ce projet, ça n'a pas vraiment marché. Il va falloir qu'on s'y reprenne là, parce que ça n'a pas marché. Donc voilà, plutôt de la transparence et de la vulnérabilité. Donc ça, c'est des aspects humains. Et la dernière chose que je dirais sur la deuxième phase du redressement de Best Buy, qui était la phase de croissance, on a là aussi créé une entreprise très humaine avec une raison d'être, un purpose, comme on dit en anglais, qui est d'enrichir la vie des gens grâce à la technologie. Donc on a dit on n'est pas en fait un détaillant, on est une boîte qui est là pour enrichir la vie des gens dans la technologie. Et on a créé un environnement humain qui a permis de libérer cette magie humaine. Et c'est ça qui a créé les résultats. C'est pas une approche financière, c'est une approche humaine avec l'idée que voilà, c'est ça. Si on prend la grande leçon de tout ceci, c'est qu'il faut refonder l'entreprise autour de quelques idées, qui est la quête d'un noble purpose, d'un bien commun, mettre les individus au centre, embrasser l'ensemble des parties prenantes dans le cadre d'une sorte de déclaration d'interdépendance et de traiter le profit comme un résultat et non pas comme une faillite. Et ça marche en fait. Vous en êtes l'exemple flagrant. Je voulais rebondir sur un point. Vous avez évoqué le fait que donc vous aviez co-construit finalement le plan avec les équipes. Et ça paraît très important. C'est une question de leadership pour les impliquer, pour donner justement du sens à leur travail. Et pourtant, je voulais vous poser la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise, de managers qui nous écoutent, qui parfois disent oui, mais si je connais la bonne réponse, je sais ce qu'il faut faire. Là, ils me disent quelque chose, on va dans le mur, je sais que ça va pas fonctionner. Est-ce qu'il faut résister en fait à cette envie de faire accélérer peut-être les équipes ou de les faire dévier d'un chemin qu'on pense pas être le bon? Je vais rendre des choses très très concrètes en fait. Euh, Avant de prendre mes fonctions à la tête de Best Buy, comme tout le monde pensait que c'était une boîte qui allait mourir, j'ai quand même pris le temps de voir si c'était un Bien, est-ce truc que qui je le pouvait fais? être redressé en fait. Voilà, c'est ça. Donc avant même de rencontrer le conseil d'administration, j'avais fait mon diagnostic et j'avais des idées assez précises sur quoi faire. D'ailleurs, une semaine avant qu'ils prennent leur décision, que le conseil prenne sa décision, je leur ai remis un mémo de 8 pages qui donnait la manière dont je prendrais les choses si j'étais nommé. Mais une fois que j'ai rejoint l'entreprise, je l'ai montré à personne ce mémo.
Hmm. Parce que j'ai voulu, d'abord parce que de l'extérieur, on ne peut voir qu'un certain nombre de choses, et on ne pouvait pas exclure que les gens à l'intérieur allaient avoir des idées, en fait. Alors que si j'arrivais avec mon mémo, ils auraient dit, bon, bah, ils l'auraient éventuellement accepté ou crédité, mais on aurait été réduit à ce que moi j'avais vu, en fait. Donc on a fait tout un process. Alors j'avais des principes, ça, j'aurais partagé mes principes. Mais on a fait tout un process sur le diagnostic et pour construire ce plan, en fait. Et donc ça a permis de lui donner de la substance. Et puis on a pris des décisions qui n'étaient pas dans mon mémo, en fait. Par exemple, la décision de matcher les prix d'Amazon, donc de s'aligner sur les prix d'Amazon, c'est une décision qu'on a prise au cours des premières semaines ensemble, en fait. Un autre exemple, c'est à un moment donné, on avait l'intuition qu'on pourrait mieux servir les clients si on allait chez eux, en fait, plutôt que de juste les servir en magasin ou en ligne. Et donc, il y a une équipe qui a fait un pilote là-dessus. Donc, j'ai été voir le pilote, c'était à Denver, et c'était pas ça. C'était pas ça. Mais plutôt que de leur dire quoi faire, en fait, c'était pas bon, en fait, parce que, ou à un autre moment, il y avait une de nos dirigeantes qui travaillait sur un projet de service élargi et elle voulait inclure le support qu'on pouvait apporter au système d'air conditionné. Et pour moi, c'était en dehors du truc. Mais si je dis entièrement, c'est l'erreur d'ajouter trop de valeur, en fait. Ça, c'est moi, alors ça, on C'est peut citer une Marshall. erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, je pense. C'est pour ça que Mais je pose cette oui, question. exactement. Donc, depuis 2009, enfin, à partir de 2009, j'ai travaillé avec un coach, en commençant avec Marshall Goldsmith, qui est le père du coaching aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle What Got You Here Won't Get You There, et que je recommande vivement. Parce qu'en fait, au début de sa carrière, on réussit plutôt effectivement en étant plein d'énergie, plein d'allant et en résolvant des problèmes, etc. Mais au bout d'un certain temps, quand on devient non pas juste exécutant ou manager, mais manager de manager, ou voire manager de manager de manager de manager, en réalité, on fait très peu de choses par soi-même, en fait. Et donc, les compétences qui vont être nécessaires à l'étape suivante vont être différentes. Et donc, Marshall, dans ce livre, a listé les 20 erreurs que font les dirigeants qui réussissent, en fait. Hein. Et alors, quand j'ai commencé à travailler avec Marshall, moi, j'en faisais 13 sur les 20. Et une des erreurs, c'est adding too much value. Vous avez une équipe qui vient vous voir, et ils ont travaillé, ils sont motivés, ils ont fait de leur mieux, etc., etc. Et vous, évidemment, vous êtes en réunion, donc il faut que vous ajoutiez de la valeur. Hein. Et donc, vous allez leur demander de corriger ça, faire ça, et si on pensait à ça, vous allez leur dire quoi faire. Et ils partent, mais ils sont démobilisés, etc., etc. Alors, si c'est pas en lien avec la stratégie ou avec les valeurs de l'entreprise, ça c'est votre rôle. Mais sur exactement le quoi et le comment, il vaut mieux en fait les meilleures décisions, c'est qui je mets en charge du sujet, hein, et comment je crée un environnement autour de cette personne pour qu'elle puisse nous donner le meilleur résultat possible. C'est ça la bonne recette. Une leçon que je vais mettre beaucoup de temps à réussir à appliquer et je suis sûre... C'est super dur, Pauline, c'est super dur parce que vous êtes très intelligente. Donc vous voyez, vous savez que peut-être vous pourriez faire mieux. Donc c'est super dur. Donc petit conseil pratique que m'a donné Marshall. En réunion, attends 7 secondes avant de dire quelque chose et demande-toi, is it worth it? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce que je vais dire va tellement changer la face du monde que ça vaut la peine de le dire? Et si au bout de 7 secondes, vous n'êtes pas sûr, bah, vous ne le dites pas. Ou bien vous repassez encore 7 secondes de plus. Donc, dans 80% des cas, il ne faut juste pas parler. Bah, ça revient à cette notion que vous évoquiez il y a quelques instants sur le fait que le leadership, c'est pas quelque chose qui est acquis. Et ça, qui est inné. Au contraire, c'est acquis. Ouais. Ça, je trouve que cette idée est géniale parce que je pense que beaucoup de personnes ont cette idée reçue selon laquelle, au contraire, on est bon leader. Et même vous, Hubert, vous nous dites, bah, franchement, j'avais 13 des erreurs sur les 20 où je cochais la case, quoi. Ouais. Alors du coup, quelles seraient peut-être les astuces que vous pourriez nous donner ou votre propre cheminement personnel? Comment se former pour être un bon leader ou en tout cas un moins mauvais leader?
Alors, il y a plusieurs idées là-dessus. Enfin, encore une fois, moi, j'ai pas le monopole de la sagesse là-dessus, mais il y a un point de départ que je pense que c'est très utile, c'est d'accepter le feedback. Ça, c'est pas facile pour euh, donc beaucoup d'entre vous peut-être avaient fait des opérations où on fait un 360 degrés, c'est-à-dire qu'on demande à tous vos collaborateurs et à vos collègues, etc., ce que vous faites bien et le reste. Et je me souviens, chez McKinsey, on avait fait ça quand j'étais peut-être jeune partner, et j'étais très surpris en fait que mes équipes ne considèrent pas que j'étais la meilleure chose depuis l'invention de l'OTL. C'était très étonnant. Hein. Et le problème à l'époque, c'est que j'ai rien fait avec ça. Hmm. Parce que juste lire un truc de feedback, on ne sait pas quoi faire en fait. Et c'est vrai que beaucoup plus tard que quand j'ai commencé à travailler avec un coach, que j'ai pu un peu m'améliorer en fait. Parce que sinon, quand j'ai reçu le 360 degrés, je me disais, mais qui a dit ça? Hmm. Quel est leur problème à eux? Hein. Et là où Marshall m'a vachement aidé, c'est qu'il m'a dit, il m'a fait comprendre ce que c'était que le feed forward. Qu'est-ce que Et ça veut donc, ce qu'il dire? m'a dit en recevant le retour des équipes, il m'a d'abord donné un premier papier avec toutes les choses que les équipes pensaient que je faisais bien. Il m'a dit, prends le temps de digérer, d'apprécier. D'apprécier. Voilà. Hein. Demain, je t'enverrai un autre papier, mais aujourd'hui, c'est ce papier. Et ensuite, il y avait le deuxième papier qui était des autres choses, et il m'a dit, tu as besoin de rien faire à propos de ces sujets-là. Hein, parce qu'il n'y a aucune loi au monde qui dit que tu dois faire. En plus, qui dit que ces personnes ont raison? En fait, on n'en sait rien. Quoi. Mais en revanche, toi, tu peux décider s'il y a des domaines où tu aimerais bien devenir meilleur, t'améliorer. Alors là, ça devient un sujet complètement différent, parce qu'en tennis, j'essaye, ça fait 10 ans, d'améliorer mon coup droit. Hein. Bon ben voilà, il y a toujours quelques... D'ailleurs, demandez à vos collaborateurs, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels ils voudraient s'améliorer? Et s'il y en a un qui dit, non, moi c'est bon, tout va bien, etc., vous pouvez lui demander de voir peut-être s'il pourrait travailler sur l'humilité. Ça pourrait être un sujet pour lui. Hein. Voilà. Et donc le process avec Marshall, donc quand je suis arrivé à la tête de Best Buy, au bout de 3 mois, je me suis dit à mon équipe, voilà, ce redressement, on peut se mettre d'accord, ça va être difficile. La raison pour laquelle on sait que ça va être difficile, c'est que tout le monde pense qu'on va mourir. Donc, a priori, ça va pas être Les choses sont facile. claires. Voilà. Hein. Et donc, ça va vouloir dire que chacun d'entre nous, on va avoir besoin d'être le meilleur leader possible. Ça m'inclut moi. Et alors, donc, j'ai ce coach, Marshall, qui va venir vous voir. Donc, si vous pouvez passer une demi-heure avec lui dire ce que vous avez en tête. Et ensuite, donc Marshall m'a donné ça, etc. Et je suis revenu vers l'équipe en disant merci pour tout le temps que vous avez passé avec Marshall et pour tout ce qu'il a pu lui dire. Merci pour tout le feedback encourageant. Et alors, par ailleurs, j'ai décidé, et c'est beaucoup plus positif, j'ai décidé de travailler sur 3 points. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, la première fois que j'ai fait ça, c'est super dur, hein, parce que le perfectionniste était toujours là, en fait. Donc, de dire devant mon équipe que j'ai décidé, tu plaisantes, non, c'est parce qu'on t'a dit que tu avais des problèmes, donc hein, de travailler sur ces 3 points-là. Et ensuite, je leur ai dit, voilà, je vais venir vous voir individuellement et je vais vous demander des conseils sur comment je peux m'améliorer sur ces 3 points-là. Et dans 3-4 mois, je reviendrai vous voir et je vous demanderai si j'ai fait des progrès, si vous avez de nouveaux conseils à me donner. Eh bien, ça, la première fois que ça, c'est super dur, mais si ça devient une routine, ça devient super positif. D'ailleurs, Pauline, si un jour vous croisez Cory Barry, ma successrice chez Best Buy, ou quelqu'un de Best Buy, vous leur demandez, alors, et vous, sur quoi vous travaillez? Ils vont dire, ah bah moi, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et vont vous demander si vous avez des conseils pour eux. Et à ce moment-là, ça devient super positif. Le fait que j'ai un coach a encouragé mes collaborateurs à avoir un coach, on se met dans une dynamique positive. Et à ce moment-là, bah, c'est comme ça qu'on développe les différentes compétences et comportements de leadership et qui vont varier en fonction des circonstances, des phases. Dans la première phase du redressement de Best Buy, il y avait un certain nombre de compétences nécessaires, il fallait être rigoureux, il fallait pas faire trop d'erreurs, etc. Dans la deuxième phase, qui était la phase de croissance, bah non, là, il fallait libérer, il fallait faire des erreurs, etc. Donc, c'est deux modes de leadership différents et aux différents stades de sa carrière, et puis dans les contextes, si vous êtes en Chine ou aux États-Unis, c'est pas tout à fait, etc., etc.
Bah, je dois dire que ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant dans ce que vous dites, c'est que, bon, j'ai compris si je reformule, le feedback est un outil pour devenir un meilleur leader, parce qu'en fait, on va essayer de travailler sur soi, mais une Ouais, démarche proactive où c'est pas juste qu'on prend du feedback, mais on va jusqu'au bout des choses, on appuie vraiment là où ça fait mal pour comprendre et pour ouais, à s'améliorer. Et puis encore mieux, vous en faites quelque chose à grande échelle, parce qu'en plus, comme vous en montrez l'exemplarité à votre équipe, ça devient quelque chose de presque culturel, quoi. ouais. Oui, et alors la grosse différence, le feedback, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas changer. Mais feed forward, c'est qu'est-ce que je vais faire, Ouais. qu'est-ce que je vais essayer de faire à l'avenir. Et d'ailleurs, autre idée, en étant gentil avec moi-même et avec les autres. Hein, donc, une des pratiques que Marshall encourage ses clients à adopter, c'est, alors ça peut être tous les soirs ou toutes les semaines ou tous les mois, ça c'est en fonction du degré de rigueur, c'est de se demander en fonction des objectifs qui sont importants pour moi, est-ce qu'aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci, j'ai fait de mon mieux sur ce Mm. sujet-là. Non pas est-ce que j'ai été parfait, est-ce que j'ai fait de mon mieux. Et je me donne une note. Et si j'ai pas fait de mon mieux, voilà, pour faire de l'exercice ou manger sainement ou éviter de me mettre en colère, enfin peu importe le sujet, si j'ai pas fait de mon mieux aujourd'hui, it's okay. Il y a toujours demain. Ouais. Hein. Et donc, d'ailleurs, une philosophie de leadership, c'est de mettre l'emphase sur l'effort plus que sur le résultat. Ça, c'est un truc qui est l'inverse de ce qu'on apprend en management. Ouais. Et pourtant, c'est une pensée extrêmement profonde. Il vaut mieux mettre l'effort sur l'effort plutôt que sur le résultat. Vous avez eu certainement des cas de figure dans lesquels l'un de vos collaborateurs a échoué, n'a pas réussi à un projet, peut-être même s'est lamentablement planté. J'imagine que dans ce genre de cas, justement, mettre le focus sur l'effort, sur le fait qu'il a fait de son mieux malgré l'échec, peut aider aussi la personne à prendre plus le feedback et à essayer de faire mieux la prochaine fois. À quel moment est-ce qu'en fait on est quand même obligé de dire bon, le résultat n'étant pas là, tu fais de ton mieux, mais t'es peut-être plus la bonne personne. Oui, alors là, il faut en parler. J'ai dit tout à l'heure, en fait, que à mon arrivée à la tête de Best Buy, au moment où le bateau coulait, j'ai renouvelé une partie du comité de direction parce que, en fait, la tolérance pour les écarts entre performance et ce qui est nécessaire, euh, au sommet de l'entreprise, ça doit être beaucoup plus faible que dans la masse de l'entreprise parce que l'enjeu, l'impact des dirigeants est beaucoup plus important, en fait. Et donc là, c'est pas des c'est pas des postes de formation en fait. Hein, quand on est directeur financier d'une grande entreprise ou non non, il faut faire son boulot. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, lorsqu'il y a un échec, ça dépend un peu du type d'activité. Si chez Amazon, vous êtes chargé d'ouvrir le millième entrepôt, excusez-moi, non, ça on se plante pas, on sait faire hein, chez Amazon. Ou bien si chez Best Buy, ma directrice financière ou la responsable des relations investisseurs oublie d'appuyer sur le bouton pour le communiqué de presse d'annonce des résultats à 6 heures du matin, là, le jour où on annonce. Non, ça c'est, excuse-moi, mais alors, il peut y avoir des circonstances, mais bon, voilà. En revanche, si on échoue dans le cas d'une innovation, là c'est complètement différent. Hein. En fait, il faut tirer les conséquences, il faut apprendre de ça. Hein. C'est Thomas Edison qui disait j'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 manières qui marchaient pas. Hein. Donc ça c'est complètement différent. Et puis ensuite il y a la performance et puis ensuite les comportements. Une grande question dans les entreprises, c'est pendant combien de temps je tolère un dirigeant ou un manager, un leader, qui livre des résultats très probants, mais qui a un comportement inacceptable au regard des valeurs de l'entreprise. Ça, c'est la question clé, parce que si on tolère sa présence de manière prolongée, ça veut dire que tout ce qu'on dit sur les valeurs, c'est des billevesées, en fait. Non, 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 ce qui compte, c'est la performance. Et là, il faut confronter, en fait, les personnes en leur disant, tu es bien au courant des valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord. Hein. Donc, c'est un choix que tu fais de ne pas les respecter. Et si la personne dit, moi, non, je suis comme ça, c'est comme ça que je dirige, on peut leur demander, c'est dans ton ADN, en fait, que comme ça, tu es un salopard, ou c'est quelque chose que tu fais. Et si la personne dit, ah ben non, mais je ne m'étais pas rendu compte, mais je ne savais pas.
C'est bon, ben voilà, ben on peut travailler dessus. Mais si la personne dit non, c'est comme ça, et à ce moment-là, on peut dire c'est OK, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que tu ne peux pas travailler dans cette entreprise. Tu peux aller voir dans une autre entreprise. Donc là, j'avais dit aux dirigeants de Best Buy si les principes de leadership qu'on avait établis leur convenaient pas, je dis c'est OK, il n'y a aucun problème. On va vous promouvoir comme client de Best Buy. Et là, on va vous adorer, on va s'occuper de vous, hein, mais vous ne pouvez pas travailler ici. Donc là, il faut être clair. Donc voilà. Donc quand même une exigence et une forme d'intransigeance avec les valeurs de l'entreprise. Ouais, ouais, ouais. Je voulais parler de votre livre. Peut-être la première question qui me vient à l'esprit, c'est finalement pourquoi est-ce que vous êtes décidé d'écrire ce livre, donc en français, L'entreprise, une affaire de cœur. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, il est juste derrière Hubert, là, The Heart of Business. Et Donc, en français, le ah voilà. bah le voilà, parfait, il était caché. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous dites, OK, tout ce que j'ai appris avec Best Buy, avec toutes ces expériences, parce que des expériences professionnelles, vous en avez eu quand même un paquet maintenant, pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire un livre? Alors, j'avais ça en tête depuis pas mal de temps, mais tant que j'étais patron, j'avais pas le temps en fait. Hmm. Euh, la conviction, c'était que beaucoup de choses que j'ai apprises à l'école, vous et moi, on a fait une très belle école de la banlieue sud-ouest de Paris, ce que j'avais appris à l'école ou chez McKinsey ou dans les premières années de ma vie professionnelle était soit faux, soit incomplet, soit dépassé. Hmm. Et qu'aujourd'hui, il y a un besoin urgent de refonder l'entreprise et le système économique autour du sens et de l'humanité et du bien commun. Et que, comme au cours de ma carrière, j'avais beaucoup appris là-dessus, je ne suis pas celui qui sait le plus, mais j'avais beaucoup appris. Et comme le succès du redressement, le succès inouï du Ouais. redressement de Best Buy me donnait une certaine crédibilité. Donc, j'aimais les idées qu'il y a dans le livre, on ne dit pas qu'est-ce qu'il fumait, en fait, c'est pas ça, non. Non, non, il y a une crédibilité. Et donc, j'ai senti que c'était quelque chose que je devais faire, de partager cette architecture, cette pensée sur cette refondation de l'entreprise, et aussi des tas de conseils pratiques. Ce livre, c'est un manuel, en Ouais. fait, de pratiques pour tous ceux d'entre nous, et il y en a beaucoup, en fait, qui ont à cœur de progresser sur ce chemin, en fait, hein, de faire le bien, do well by doing good, euh, mais qui trouvent que c'est pas facile, en fait. Et donc, c'est en français la bande là que Plon a mis sur le livre, c'est Manuel pour révolutionner l'entreprise, parce que c'est plein d'exemples concrets d'histoires et de conseils très pratiques. Et donc ça correspond au propre sens que je souhaite donner à ma vie aujourd'hui, hein, qui est d'aider la prochaine génération de leaders à être la meilleure version d'eux-mêmes et à aider à traiter les petits problèmes auxquels la planète est confrontée. En fait, voilà. J'allais vous demander justement quel était finalement à vous votre but maintenant, votre sens, parce que vous parlez énormément dans le livre que j'ai lu avec énormément de plaisir. Finalement, c'est ça, de ce sens au travail, du fait qu'il y a une perte de sens et que c'est ça, et qu'en fait cette perte de sens d'ailleurs, elle nuit à la productivité, Ouais, enfin au résultat de absolument. l'entreprise. Et vous avez fait ce travail sur vous-même. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce cheminement? Parce que vous n'avez pas toujours eu de sens de votre travail, vous en parlez dans le livre. Comment est-ce que vous l'avez acquis? Oui, avec mes étudiants à Harvard, on aborde ces questions-là et c'est tout un travail en fait d'essayer de discerner et de définir le sens qu'on veut donner à notre vie. Donc il faut être patient en fait, il faut en permanence revenir sur cette question, essayer de discerner. Et encore une fois, il y a des moyens, donc j'ai parlé des exercices spirituels ignatiens, mais il y a d'autres moyens, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a tout un ensemble de choses, il y a des amis, enfin, il y a tout un ensemble de manières, mais c'est quelque chose sur lequel il faut rester avec cette question euh, pour pouvoir, effectivement, comme on est le capitaine de notre âme, à un moment donné, j'étais dans l'industrie du voyage. Un jour, il y a un pilote d'avion au-dessus de l'Atlantique qui prend le micro et qui annonce aux passagers qu'il a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il dit la bonne nouvelle, c'est qu'on est très en avance sur l'horaire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai aucune idée où on est, hein, et où on va. Voilà. Donc effectivement, si on ne sait pas où on va, on n'a aucune chance d'y arriver en fait. Et donc, au cours du temps,
à travers cette période de réflexion, de méditation, etc., j'ai défini le sens que je souhaite donner à ma vie comme étant, il faut que je cherche les mots en français parce que sinon c'est en anglais, Bon, vous pouvez le dire en c'est anglais. essayer de, d'avoir une influence positive sur les gens autour de moi, pas à 10 000 km, juste autour de moi, et utiliser la plateforme que j'ai pour faire du bien dans le monde. Donc, c'est ça le fil conducteur. Alors, c'est flexible. Parce que quand j'étais chez Best Buy, c'était utiliser la plateforme Best Buy pour faire que les collaborateurs, effectivement, soient heureux dans l'entreprise, que les clients soient heureux, que les partenaires, on travaille bien avec eux, que les communautés dans lesquelles on soit, et que les actionnaires soient heureux, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai défini cette plateforme et ce bien faire dans le monde comme étant, justement, aider la prochaine génération de leaders à devenir la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils puissent être et à faire du bien là où ils sont, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est pour ça que je suis prof à Harvard. C'est pour ça que j'ai financé cette chaire à HEC sur la quête du sens en entreprise. C'est pour ça que, avec ma femme, je coach et je mentor des PDG, des dirigeants d'entreprise. Voilà, tout ça est aligné autour de. Donc, même si je suis plus PDG aujourd'hui, je travaille autant que quand j'étais PDG. Et Mais c'est une de source de manière, joie. C'est une source de joie, hein, quand même. puisque le travail est justement aussi une source de joie, comme vous nous Exactement, l'expliquez très bien. exactement. Les critères, en fait, pour décider ce que je fais, j'en ai trois, en fait. Je veux que je fais soit meaningful, donc qui ait du sens, impactful, donc que je puisse avoir un impact, et joyful, qui est de la joie, siffler en travaillant. Ça, c'est très important, en fait, que vous dites que vous avez des critères. Donc, je peux imaginer que vous y avez mûrement réfléchi. Parce que savoir dire oui ou non, surtout quand on est très sollicité comme vous, à ma petite échelle, je me reconnais aussi, c'est en fait extrêmement important parce que sinon, on ne sait plus où on va. En fait, on va à Ouais, droite, à gauche, on se laisse porter par les autres. ouais. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez déterminé ces critères et peut-être combien de temps vous avez mis à les élaborer? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas anodins. C'est tout un cheminement et il faut toujours y revenir parce il y a toujours des risques de s'échapper. J'ai dit tout à l'heure que euh, quand dans ma vie j'étais motivé par power, fame, glory or money, ça n'allait pas bien en fait. Et à un moment Mm. donné d'ailleurs de ma vie professionnelle, en une bonne vingtaine d'années, en fait vers 2000, euh, je travaillais chez Vivendi Universal, j'étais patron de la division jeux vidéo. Et à un moment donné, je me suis porté volontaire pour gérer l'intégration entre Vivendi et Universal, après l'acquisition d'Universal par Vivendi. Et je disais, ben oui, chez McKinsey, j'avais fait un certain nombre de projets comme ça, donc c'est un projet important pour le groupe, j'ai l'expérience, je vais mettre mes compétences à la disposition du groupe. En fait, c'était pas ça, c'était que j'avais envie de me rapprocher, hein, du sommet, en fait. Ouais. C'était ça qui était le moteur. Et heureusement, j'ai été puni parce qu'il n'y avait aucune synergie entre Vivendi et Universal et on sait tous comment cette opération s'est terminée. Et donc, les 18 mois que j'ai passés dans cette fonction n'ont eu aucun intérêt, aucune joie pour le. Ce qui est très important, en fait, c'est quand on écoute, quand on se dit quelque chose, c'est de se demander si la voix que j'entends en moi, c'est ma voix ou la voix de quelqu'un d'autre. Mm. Hein, un autre moment dans ma carrière, quand j'étais patron de Best Buy, on m'avait approché pour diriger une entreprise dont le chiffre d'affaires était un peu plus élevé. Et je ne vais pas donner le nom parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais on me faisait miroiter à quel point c'était important, etc. Et que c'était plus gros. Et j'avais travaillé à ce moment-là, c'était la voix de ma mère, en fait, ça. Il Mm. faut que je fasse toujours plus. Et en fait, non, moi je m'étais dit à ce moment-là, non, je suis satisfait de, entre guillemets, ma réussite d'un point de vue professionnel, en fait. Donc, j'ai pas l'ambition, c'est pas malsain, hein, donc, mais il y a un moment donné, voilà, donc, j'ai pas besoin de faire plus gros. Donc, mes critères, c'est à ce moment-là que je les ai cristallisés. Mm. Je veux faire quelque chose qui soit meaningful, impactful et joyful. Et donc, j'ai comparé cette opportunité avec le fait de continuer chez Best Buy, et il n'y avait pas photo. Euh, et, euh, et donc ça, voilà, ouais, ça a été utile. Bah, je vous Et remercie donc de... j'ai appris
Alors après avoir quitté Best Buy, là j'ai appris à dire non. Maintenant je suis devenu excellent pour dire non. Je dois dire que nous avons eu du mal à faire cette interview, Hubert. Je me sens privilégiée. Mais comme vous savez, la devise du podcast est devenir la meilleure version de soi-même, je pense qu'on est assez alignés. Voilà. Et j'espère que vous aurez l'impact sur ce podcast que vous méritez. Je voulais juste revenir sur ce point de votre précédent vous, c'est-à-dire celui qui avait ce but de pouvoir, d'argent, etc. On comprend qu'en fait, c'était pas vraiment vous. C'était toutes ces voix, c'était une image que vous vouliez donner, peut-être par manque de confiance en vous. Et je vous pose cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. À quel moment est-ce que vous avez, et peut-être que ce n'est pas encore le cas, arrêté d'en avoir quelque chose à faire du regard des autres? Parce que toutes ces voix, c'est un peu ça finalement. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir? Qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à maman, à papa, à telle personne, pour impressionner? Et j'ai le sentiment, on ne se connaît pas encore suffisamment, mais vous êtes un peu passé au-delà aujourd'hui. Oui, alors il y a c'est une question d'équilibre parce que le regard des autres ça compte quand même puisque la seule manière dont on existe c'est par d'un côté par les autres en fait, hein, donc c'est par les relations humaines. Donc quand mes élèves à Harvard m'évaluent de manière positive, je vous mentirais, Pauline, en vous disant que ça ne me fait pas plaisir. Ouais. Hein, ou quand je sens que j'ai touché quelqu'un à travers un coaching ou quoi que ce soit, ou juste, je vous mentirais en vous disant que ça ne me fait pas plaisir. C'est une question de degré, en fait. Et notamment, la différence, c'est euh, cet aspect gloire, en fait. Pour moi, c'était le truc le plus important, en fait. Et donc, aujourd'hui, sans donner de nom, j'ai dit non à tout un ensemble de mandats, soit de président de conseil d'administration de très grandes entreprises, y compris en France, ou d'administrateurs de ces entreprises. Alors, pendant tout un temps, j'ai arrêté de le faire, mais j'ai tenu une liste de tous les trucs auxquels j'avais dit non, en fait. Pour me Sympa. dire, bah, tiens, je vais regarder les trucs auxquels j'ai dit non. Et c'est une très belle liste. Et il y a 10 ans, je me serais dit, mais si j'avais n'importe quoi sur cette liste, ce serait Ouais. super de chez super, en fait. Mais le fait de dire non, c'est pas la gloire qui m'importe. Donc c'est différent du regard des autres. C'est pas la gloire. En fait, ce qui m'importe, c'est ça le compas, en fait. C'est est-ce que ce que je fais est en phase avec le sens que je souhaite donner à ma vie. Et donc, la raison pour laquelle le regard de mes étudiants me touche, c'est que c'est entièrement en phase avec la finalité que je poursuis aujourd'hui et le fait effectivement, de ne pas avoir, de ne pas prendre des trucs qui. J'aurais pu être dans le private equity après avoir quitté Best Buy. Là, c'est des sommes d'argent. Mais comme j'ai gagné à la loterie chez Best Buy et qu'on a convenu avec mes enfants qu'ils n'hériteraient pas de tout, ça sert à rien d'en accumuler plus en fait. De toute façon, je vais tout donner, enfin tout donner, je vais donner l'essentiel. Quoi. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Hubert, avant qu'on passe à mon crible, qui sont des questions un peu personnelles, vous allez voir un peu philosophique, je pense que vous allez bien aimer. J'ai une dernière question sur la question du sens, ce sujet qui nous parle beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient vraiment perdues, qui sentent qu'ils ne sont pas bien là où ils sont, qui sont dans un métier peut-être pour les mauvaises raisons, enfin justement, qui ont eu ces petites voix dans la Ouais. tête. Quel conseil principal vous pourriez leur donner pour qu'ils arrivent à sortir de l'ornière, pour qu'ils arrivent à se recentrer, à entamer en tout cas ce cheminement de trouver le sens qui est le leur? Je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais les trucs qui sont fructueux, à mon avis, c'est de descendre de la bicyclette, en fait. Hein, parce que ça peut être très tentant, soit si on est entrepreneur, soit si on est dans des métiers très prenants, en permanence de courir, Mm. en fait. Je ne dis pas quitter, mais au moins prendre le temps. Donc, c'est aller marcher à Minneapolis, j'habitais autour d'un lac, c'est aller marcher 1 heure autour de mon lac. Mm. C'est aller faire une retraite, si vous êtes spirituel, religieux, c'est aller faire une retraite pendant une semaine ou même un week-end en fait. Et prendre le temps de s'écouter. C'est s'ouvrir à son partenaire ou à ses bons amis en fait. En disant voilà, j'ai cette difficulté. C'est en parler en fait. Ouais. Il ne faut pas être Hercule, il ne faut pas avoir le poids du monde sur ses épaules. Et c'est demander de l'aide en disant j'ai cette difficulté. Hein, moi, la phrase la plus importante que j'ai apprise au cours de ma vie, c'est je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Et donc j'ai cette difficulté et je ne sais pas comment m'en sortir. Quel conseil tu pourrais me donner?
en fait. Voilà. Et c'est ne pas lâcher la question, en fait. Donc, c'est d'accepter, c'est difficile, hein, d'accepter de dire, voilà, j'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre. Je vous remercie. J'imagine bien que c'est beaucoup plus difficile à appliquer qu'à dire, mais je vous remercie en tout cas d'avoir donné des premières pistes, des premières idées. Et alors maintenant, on va passer à mon crible, si vous le voulez bien. Alors, première question, est-ce que vous avez vécu un grand échec? Un grand échec qui finalement vous a appris quelque chose de vraiment fondamental pour votre vie? Ben, j'en ai parlé d'un qui était, lorsque je suis arrivé au sommet de ma première montagne et comment j'ai trouvé que c'était désolé. Mais je dirais l'autre grand échec, le plus grand échec de ma vie, en fait, ça a été l'échec de mon premier mariage. Hein, on a été mariés pendant 30 ans, on a 2 enfants formidables. Euh, et je pense qu'on a essayé de faire de notre mieux, en fait. Euh, et on a été malheureux pendant des années, sans arriver à s'en sortir. Et donc la séparation a été douloureuse, mais d'un certain côté, aujourd'hui, je pense que l'un et l'autre, on est plus heureux, je pense. Et la difficulté, ça a été d'abord d'essayer de faire marcher, de ne pas y arriver, ensuite d'arriver en fait, à se demander, à accepter en fait, à accepter que j'avais échoué. Et il y a mon ami le frère Samuel m'avait beaucoup aidé en fait, et mon autre ami Bill George aussi m'avait beaucoup aidé, parce que j'avais beaucoup de mal. Et là, on revient à la notion. Est-ce que, bien sûr, donc je suis pas parfait, vous voyez, hein, j'avais échoué à rendre première femme heureuse. Et donc, ce qui m'a aidé à me réconcilier en fait avec moi-même par certains côtés, c'est de me convaincre, d'accepter que j'avais fait de mon mieux. Je n'avais pas fait de manière parfaite, mais j'avais, voilà, de manière humaine, essayé de faire de mon mieux. Et que voilà, ce serait une blessure qui resterait toute ma vie. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ces mots. S'il y avait quelque chose à refaire, dans votre vie personnelle d'ailleurs ou professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment? Bah, ça, je sais pas, parce que je peux pas changer le passé. Donc, ce que je peux vous parler, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Mais changer le passé, c'est trop. Je sais pas. Il y a tellement de choses que j'aurais. Mais je passe peu de temps là-dessus, en fait. Vous êtes trop orienté vers l'avenir. Oui, parce que c'est plus productif, en fait. C'est la seule chose que je peux changer, en fait. Et d'ailleurs, je peux vous poser une question, Pauline. Quels Dites-moi. sont les 2 jours, dans l'année, il n'y en a que 2, hein, où on ne peut rien faire? On ne peut rien faire. Rien faire. Il n'y a que 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire. Où on ne peut pas changer l'avenir, c'est ça? Où on ne peut rien faire. Rien faire du tout, on ne peut pas changer. je, je, je ne sais pas, vous me posez une colle. Voilà. Ben, c'est très simple, c'est hier et demain. Hmm, Hein, il n'y a rien de tel que le moment présent, en fait. Voilà. ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Il y en a beaucoup, en fait. Je vais en citer 2, en fait. Je demandais conseil à un de mes partenaires lorsque j'étais chez McKinsey, conseil pour comment me développer, le leadership, etc. Et mon ami Russ, à l'époque, m'avait dit, c'est simple, il y a 2 choses. Dis la vérité et essaye de faire ce qui est juste. Tell the truth and do what's right. Je dis, non, Russ, je te demande quelque chose d'utile. Il dit, non, 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 non. Si tu fais ça de manière constante, tu verras, c'est pas mal. Ouais. Et l'autre conseil, c'est de Jim Citroen, qui est un partenaire chez Spencer Stuart, dont je parle d'ailleurs dans le bouquin. Il avait écrit une colonne dans Yahoo Finance il y a quelques années. Il avait dit les meilleurs leaders, the best leaders don't climb to the top. Les meilleurs leaders ne gravissent pas vers le sommet. Ils sont portés vers le sommet. Donc c'est pas l'arrivisme qui va aider. Et c'est là où je suis.
d'essayer de faire le meilleur boulot que je puis, d'essayer d'être le meilleur que je puisse être là où je suis. Et à ce moment-là, de bonnes choses euh, se passeront. C'est un meilleur conseil pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ont besoin d'être encouragées, comme les tortues, à sortir. They have to stick their neck out. Ça, c'est un conseil que j'aime beaucoup aux femmes. Ça vient du livre, un très bon livre, de Sally Helgerson, qui est How Women Rise. Ah, je le connais pas. Et ce que Sally dit, c'est que face à une promotion, si un garçon est prêt à 80%, nous on va dire, on est prêt, c'est bon, c'est pour moi. Et si une femme est prête à 125%, c'est Sally qui dit ça, hein, elle a fait du travail de recherche, etc. Une femme est prête à 125%, elle dit, Ouais. je sais pas. Parce que d'abord, j'ai pas terminé le boulot que j'étais en train de faire. Deuxièmement, pas sûr d'avoir envie d'avoir tout cet éclairage. Et puis troisièmement, j'ai pas le sentiment d'être qualifié pour ça. En fait. Et donc c'est pour ça que vis-à-vis du développement des femmes dans les entreprises, c'est un conseil très pratique, il faut mettre son pouce sur la balance, encourager les femmes à prendre des risques dans leur carrière et appliquer un taux de change entre ce que dit une femme et ce que dit un homme. Je suis près d'un homme et je ne suis pas près d'une femme, ça veut dire la même chose. En fait. Ouais. Mais c'est fou, moi-même je l'ai constaté à plusieurs reprises, mes collaborateurs hommes qui sont souvent, pas de manière agressive, mais plutôt bien dans leur basket, assez sûrs d'eux. Ouais. Et puis c'est vrai que la femme, je suis presque obligée de lui forcer la Ouais. main, de lui dire non mais je te dis, fais-moi confiance que tu es prête. Oui, c'est ça. Donc il faut C'est... mettre son pouce sur la balance. Hmm. Est-ce que vous avez une maxime, une citation, des mots de sagesse peut-être qui vous parlent particulièrement, que vous répétez de temps en temps peut-être et que vous pourriez nous partager? J'en ai un ou deux. Il y a une citation du poète libanais Khalil Gibran qui dit que Work is love made visible. Hmm, Le travail, c'est de l'amour rendu visible. Ça, c'est magnifique. magnifique. Et puis, il y a Mickey 6-8, dans le livre de Mickey, qui est. Mais c'est pas compliqué. La seule chose qu'on te demande, c'est d'essayer de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement aux côtés de ton Créateur. On te demande rien de plus, c'est pas compliqué, tu vois. Donc justice, miséricorde et humilité. On en revient toujours à ces valeurs. Encore deux questions pour vous, Hubert. Mm. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est vous constatez qu'autour de vous, le monde, aux États-Unis, en France, peu importe, a une espèce d'idéologie dans un domaine et puis vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça. Ben, tout le livre L'entreprise, une affaire de cœur est construit autour de ça, en fait. C'est l'idée que le travail, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire quelque chose d'autre, non, ça peut faire partie de notre épanouissement en tant qu'être humain. Deuxièmement, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas la recherche du profit. Le profit, c'est un résultat. L'entreprise doit être réinventée autour de la recherche du bien commun et en mettant les hommes et les femmes au cœur, en faisant une espèce de déclaration d'interdépendance avec l'ensemble des parties prenantes et en traitant le profit comme un résultat. C'est l'idée que le leadership, c'est pas ce modèle hérité du XXe siècle où le leader, c'est le super-héros qui sait tout et qui dit aux autres quoi faire. Le rôle du leader, c'est de créer un environnement dans lequel puisse se libérer la magie humaine. Et donc, en partant de l'idée que la motivation, elle est intrinsèque, elle n'est pas extrinsèque. Il y a un truc, par exemple, il y a des recherches qui ont été faites, les incitations financières détériorent la performance. Les incitations financières détériorent la performance. Parce que la motivation extrinsèque n'est pas ce qui est le moteur de l'homme et de la femme. C'est la motivation intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. Donc c'est le leadership de l'intérieur vers l'extérieur. Et dernière chose, c'est que le leader super-héros, c'est fini, c'est le leader qui est clair sur le sens qu'il poursuit et qui est curieux du sens que ses collaborateurs ont. Une chose très pratique. Voilà. Prochaine fois que vous voyez un collaborateur, vous avez une réunion de votre équipe, demandez à chacun qu'est-ce qui le motive et quel sens il veut donner à sa vie. Très intéressant comme discussion. Et c'est le leader qui
c'est les mots de vulnérabilité, d'authenticité, d'humilité et d'empathie, en fait. C'est ça les grandes forces du leader aujourd'hui. Ce sont des mots, il y a 4-5 ans, ou même 3 ans, on n'aurait jamais utilisé ces mots, et en particulier d'empathie ou d'humilité. Et pourtant, c'est ça qui fait les grands leaders, qui font leader. La manière dont on reconnaît un leader, c'est s'il a des followers, en fait. Ouais. Une fois de plus, il est porté, finalement. Exactement. Voilà. Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont aidé, que vous pourriez nous recommander? Alors, j'en ai cité plusieurs pendant notre entretien. J'ai cité Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning. J'ai cité The Second Mountain par David Brooks. J'ai cité What Got You Here Won't Get You There de Marshall Goldsmith. Je n'ai pas cité, mais je dois citer La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Hein, voilà, ça c'est quand même quelque chose. Et est-ce qu'il y a un livre derrière moi? Ah oui, voilà. Eh ben voilà, un autre livre. Aligned, Connecting Your True Self with the Leader You're Meant to Be, qui a été écrit par personne d'autre que ma femme Hortense Le Gentil. C'est un petit livre très concret sur découvrir et devenir le leader que vous pouvez être, en fait. Et donc, je le recommande vivement. Aligned, Connecting Your True Self with the Leader You're Meant to Be, Hortense Le Gentil, qui est disponible en France sur Amazon. Et en français également. Pas en français. Pas encore en français, d'accord. Pas encore en français. Pas encore en français. Une petite question concernant ce livre, Hubert. Est-ce que vous pensez qu'il ne s'adresse qu'à des dirigeants d'entreprise ou est-ce que finalement le leadership, c'est aussi papa, maman je veux dire, c'est très vaste comme sujet. Alors, tant d'ailleurs le livre d'Hortense que le mien, en fait, ce sont des livres qui s'adressent à tout leader. Et pour nous, tout le monde est un leader parce qu'au minimum, on est leader de sa propre vie. Ouais. Si j'avais voulu écrire un livre pour PDG, j'aurais fait une conférence de PDG, j'aurais gagné du temps, voilà, j'aurais résumé ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais mon livre et celui d'Hortense, c'est des livres qui s'adressent à tout leader, quel que soit le niveau, quel que soit le stade, parce que ça aide à prendre le contrôle de sa destinée et de devenir le leader qu'on a envie d'être. Eh bien, vous nous donnez l'eau à la bouche, Hubert. J'ai hâte de le découvrir. Je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Si jamais on veut vous retrouver, donc déjà, évidemment, on achète le livre. Donc, pour les anglophones, The Heart of Business. Et puis, pour la plupart d'entre nous, donc en français, L'entreprise, une affaire de cœur, qui est chez Plomb. Je mettrai toutes les notes, évidemment, de l'épisode avec toutes les autres références de livres que vous avez cités. Mais si jamais on veut essayer de vous parler, si jamais on veut vous suivre, en tout cas, où est-ce que vous êtes le plus présent, monsieur? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai aussi un site qui est simple, c'est hubertjoly en un seul mot.org. Et on peut m'écrire à Harvard, donc hjoly@hbs.edu. Voilà. Bien, j'espère, chers auditeurs, que vous utiliserez quand même avec parcimonie le mail d'Hubert, mais je vous fais confiance pour lui poser les questions, le féliciter et lui montrer que cet épisode a fait sens pour vous. Merci 1000 fois, Hubert, pour votre temps. Merci, Pauline.